On va parler différence entre transformation et évolution RH. Quand est-ce qu'il faut utiliser quel terme, juste pour poser un petit peu les bases. Et après, on va aussi enchaîner sur comment bien amorcer sa transformation. C'est très important, il y a des étapes clés à garder en tête dès le début pour que ça fonctionne. Notamment pour des changements culturels, et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées dans la salle. Ensuite, il y a des nouvelles compétences à développer. Si on veut mener une transformation RH en 2023, ce n'est pas la même chose que si on voulait la mener en 2000, par exemple. Et du coup, on va vous illustrer ces nouvelles compétences avec 4 exemples concrets, un par compétence, pour qu'on puisse en discuter, pour vous apporter du concret surtout. Si ça vous va, on va partir là-dessus. Avec une première question, nous, on voulait vraiment poser le cadre en préparant ce webinaire et Enzo a pas mal d'expérience là-dessus. Donc, c'est quoi pour toi la différence entre transformation et évolution RH? Quand est-ce qu'il faut utiliser ce terme, selon toi? Oui, en effet, Ulysse, je trouve intéressant d'un petit peu s'arrêter sur la différence entre transformation et évolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai constaté dans mon passé, quand je travaillais sur des sujets, où des fois on parlait beaucoup de transfo, faut qu'on transforme, faut qu'on change. Et des fois, je sentais qu'il y avait des résistances ou des incompréhensions ou des peurs, tout simplement, on va transformer, donc on va un peu effacer le passé. Donc en fait, je pense que ce qui est important, c'est de se poser la question de est-ce qu'on est vraiment sur un sujet de transfo ou est-ce qu'on est plutôt sur un sujet où on fait évoluer les choses. Et la nuance, elle est fine, mais elle est importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aussi un sujet d'historique, il y a un sujet de legacy, il y a un sujet de culture où on ne veut pas aussi perdre cet historique, on ne veut pas perdre cet héritage. Donc en fait, on partirait peut-être plus sur une notion d'évolution. Et donc la façon dont on explique, que ce soit au management de l'entreprise ou que ce soit aux équipes, de pourquoi on est sur un sujet de transfo ou pourquoi on est sur un sujet, on est plutôt là pour faire évoluer des process, pour faire évoluer des outils. Voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. Ou des fois, moi, sur un sujet de culture d'entreprise, je me suis rendu compte que lorsqu'on utilisait on veut transformer la culture de l'entreprise, ben, ça faisait peur. Et donc au début, je me disais, mais pourquoi? Et puis après, j'ai compris, en effet, je me suis dit, c'est vrai, on ne veut pas perdre cet héritage qui est assez sacré. Hein. Et donc on est plutôt parti sur un vocabulaire qui était, on veut faire évoluer la culture de l'entreprise. Et là, j'avais remarqué que le niveau d'adhésion était beaucoup plus important. Ouais, complètement. Voilà. On a déjà eu ce cas-là aussi, et nous, on a déjà eu le cas où il fallait utiliser le terme transfo, parce que les équipes, en fait, avaient vraiment envie de se transformer. C'était plutôt le management qui pouvait avoir peur en disant, oula, mais qu'est-ce que ça implique, etc. En fait, toutes les équipes attendaient qu'une seule chose, c'est que sur, en tout cas, le sujet de l'expérience employée, ça se transforme, mais effectivement, en fait, évolution ou transformation, ça va surtout être une question de comment est-ce que je vais pouvoir embarquer les personnes autour de moi. Et après, effectivement, si c'est juste un petit changement incrémental, c'est objectivement une évolution. Et si c'est un vrai changement très profond, c'est une transformation. Mais on va le voir, ça veut dire qu'il faut quand même embarquer du monde avant, quoi. Ok, trop bien. Euh, on va passer à la suite. Nous, on était curieux aussi de savoir, donc il y avait un autre petit sondage, quels sont vos enjeux HR du moment pour voir aussi, pour qu'on puisse axer ça en fonction de vos attentes. Donc, on les a dans l'onglet sondage, normalement, vous avez plusieurs options. Donc, apporter un changement culturel, améliorer l'attractivité de la marque, aider mes équipes à mieux collaborer, pardon, travailler sur les parcours carrière, réussir à retenir mes talents et aussi une case autre parce qu'effectivement, vous avez peut-être autre chose en tête. Donc, n'hésitez pas. OK. Tac, tac, tac. On regarde. Aider mes équipes à mieux collaborer. Alors, ça, c'est chouette parce que on le retrouve rarement et pour autant, c'est pas tellement un mandat côté HR d'aider une équipe IT et une équipe tech, par exemple, une équipe IT et une équipe marketing à mieux collaborer. Pour autant, moi, je suis convaincu que ça pourrait être dans la banette, dans le mandat des HR. Il faut être équipé pour ça. OK, apporter un changement culturel, travailler sur les parcours carrière. OK, trop bien. Bon, on va le voir en fait. Comment bien amorcer sa transformation RH? Donc, avant qu'on vous donne des exemples de transformation, il y a quelques étapes qui sont vraiment clés. En discutant avec Enzo, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines étapes où on a vu dans certains contextes où ça n'avait pas marché. Et en fait, c'est parce que tout le monde n'a pas été embarqué de la bonne manière.
Il y a quelques pièges qui n'ont pas été évités, donc on voulait vous en partager. Petit disclaimer quand même, la méthode qu'on va vous montrer là, évidemment, elle va dépendre de votre contexte. Évidemment, peut-être que vous arrivez déjà, les sponsors sont déjà à fond derrière vous, ou alors il faut faire des étapes supplémentaires, mais c'est en tout cas 5 grandes étapes clés qui sont, à notre sens, quand même assez importantes. Déjà, le premier piège qu'on a remarqué, c'est un ou une DRH qui a envie de faire sa transformation et qui oublie de vraiment capter la vision business de l'entreprise et les obstacles sur la route. Donc en fait, si on ne va pas voir vraiment les décideurs, ceux qui tiennent un peu la bourse et qui fixent la vision d'entreprise et qu'on ne capte pas leur vision business, en fait, ce qui les empêche de dormir, généralement, c'est surtout des enjeux business. On va pas réussir à les embarquer. Et c'est pas simplement le faire sur un coin de la table en disant oui, je pense que globalement c'est ça. C'est vraiment d'avoir une discussion formelle en disant, limite en faisant en sorte que la personne écrive, bah voilà, mes enjeux c'est ça, ça, ça. Donc pourquoi pas en faisant un petit atelier. Et là, ça devient très intéressant. Donc on a mis un petit problème un peu fil rouge qu'on va suivre parce qu'il peut y en avoir plein. Mais quelque chose qu'on a vu, c'est par exemple le turnover, il ralentit mes projets et il épuise mes managers. Et il y a des managers qui sont en train de démissionner. Et là, c'est un problème business parce que mes projets, ils sortent plus, quoi. Donc là, c'est très important de le faire, faire s'exprimer vraiment les leaders business là-dessus pour pouvoir intégrer et pas rester qu'entre HR. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est de récolter de la data people. L'autre chose qu'on voit, c'est souvent, on se dit, on se retrouve avec nos clients qui sont souvent côté HR ou côté opération. On dit, voilà, oui, il faudrait changer ça. On pense que la priorité pour les équipes, c'est ça ou ça. Mais en fait, on n'en sait rien. C'est un guess. Les guesses, c'est parfois bien. Et en fait, même si vous visez juste, quand vous allez les présenter à votre sponsor, par exemple au CEO, il va toujours penser que vous venez avec vos convictions, que vous voulez faire en sorte qu'il y ait le bien-être des employés qui soit mis au centre, mais que ce soit simplement une conviction. Si vous arrivez avec de la data, donc si vous faites une étude un petit peu avant, en amont, vous allez arriver vraiment avec bah déjà vos convictions, vous allez vous assurer qu'elles sont bonnes, ou alors que peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc vous allez être plus fort dans vos convictions. Et surtout, vous allez pouvoir les montrer de manière factuelle en disant les gens partent en gros pour cette raison. Ou alors les gens ne viennent pas chez nous pour telle raison. Ou alors le plus gros problème selon les équipes, c'est qu'ils n'arrivent pas à se projeter dans leur carrière. Donc là, c'est l'exemple qu'on a mis. Donc, exemple, 75% des collabs ne se projettent pas avec les parcours carrière actuels. Donc ça, c'est un élément important. Si vous n'avez pas cette data-là, c'est compliqué de le faire simplement avec des convictions. L'autre chose qui est hyper important, qu'on voit aussi, c'est pas forcément toujours un réflexe, c'est vraiment de créer un momentum. Ça veut dire, si vous allez voir le CEO avec cette data en disant, regarde, 75% des collabs ne se sentent pas bien pour telle ou telle raison, il va dire, OK, super, bon, j'ai d'autres sujets à gérer. Si vous organisez un meeting où il va y avoir le CEO, bref, le COMEX ou quelques membres du COMEX ou CODIR en fonction de votre taille d'entreprise, évidemment, des équipes HR, mais aussi des employés. Nous, on est très axé expérience employée, donc on va donner des exemples là-dessus, évidemment, mais si vous faites en sorte d'avoir dans la même salle employés, HR et directeurs, directrices, et de montrer cette data-là, et de montrer aussi bah, la vision de l'entreprise et qu'est-ce qui marche pas, là, vous allez créer une discussion et vous allez créer un momentum. Et globalement, ce qui se passe quand on fait ce genre de choses-là, c'est il y a les équipes qui disent bah oui, c'est vrai, c'est un sujet, ça fait 2 ans qu'on en parle, mais ça marche pas. Il y a les HR qui prennent l'info, il y a les directeurs qui disent ah oui, ok, qui se rendent compte en fait, qui créent une discussion avec les équipes et qui se rendent compte qu'il y a vraiment un sujet. Et c'est comme ça qu'on crée un momentum. Si on ne fait pas ce genre de choses-là, vous allez toujours courir derrière la direction en disant il faudrait vraiment qu'on le fasse, il faudrait vraiment qu'on le fasse, il faudrait vraiment qu'on le fasse. Là, vous allez créer un momentum et en fait, derrière, c'est beaucoup plus simple d'actionner sa transfo de manière claire et d'avoir justement le fameux mandat et les moyens des sponsors. Pareil, si le mandat et les moyens ne sont pas clarifiés, vous allez vraiment galérer. Quel budget vous pouvez avoir? Est-ce que vous pouvez recruter dans votre équipe? Est-ce que vous pouvez aller voir d'autres directeurs, par exemple le directeur de l'équipe IT ou marketing, et vraiment dire, bah non, là c'est dans le cadre de la transformation, du coup il faut s'aligner là-dessus et avoir un pouvoir un peu dans dans cette transformation. Très très important de s'accorder sur le mandat. Si vous n'avez pas créé le momentum avant, si vous n'avez pas fait la data, voilà. Enfin, si vous n'avez pas fait les étapes d'avant, généralement celle-là elle est très compliquée.
Mais si vous les avez fait, il faut quand même faire un point avec les personnes en disant, tu me donnes quoi comme moyen, en fait, pour que je puisse y arriver. Et enfin, proposer une feuille de route claire, c'est très important. Donc, généralement, on donne le mandat, on dit, bon, on va voir ce que ça va donner. Et là, très, très important de vraiment proposer une feuille de route extrêmement claire, digne des meilleures boîtes de conseil, mais quelque chose d'intéressant à voir côté HR aussi. Et surtout, une feuille de route qui mêle clarté et expérience. Si vous vous dites, bah voilà, il va y avoir cette étape, cette étape, cette étape pour transformer une expérience employée, par exemple, et les gens ils vont faire les ateliers ou alors c'est lourd, c'est un peu trop exhaustif, c'est pas forcément le top. Proposer une feuille de route claire, c'est proposer une feuille de route aussi qui est sexy, qui est impactante, où les gens vont pouvoir dire j'ai envie d'y adhérer. Je pense que ça va m'apporter aussi quelque chose, même si je suis réfractaire au changement, je vois que ça peut quand même m'apporter quelque chose. Et surtout qu'il y a un mouvement qui se crée, que ce soit pas une transformation. Alors, sauf pour des transformations plutôt orientées restructuration, des choses un peu dures comme ça. Mais si c'est vraiment mon but, c'est faire un changement culturel. Mon but, c'est d'améliorer l'expérience. Mon but, c'est voilà, de marquer un grand coup et de montrer qu'en tant qu'employeur, on est un employeur super pour telle et telle raison. Il ne faut pas que ce soit dans l'ombre, il faut que ce soit quelque chose qui soit marketé, vraiment marketé. Et on va vous donner des exemples de ce qu'on a pu faire précédemment. Euh, N'hésitez pas à réagir là-dessus. Charlène. Yes, Charlène, on a des exemples de feuilles de route claires et sexy à vous partager. Alors, on a des exemples, alors pas exhaustifs, on ne vous montrera pas toute la feuille de route déjà parce qu'on l'a fait pour des clients et ça reste confidentiel. Et puis l'idée, c'était voilà, on va essayer de vous montrer quelque chose de synthétique, mais on va pouvoir vous donner des exemples concrets de ce qu'on a pu faire. Avec plaisir. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Enzo, par rapport à ces étapes Non, moi, ce que je voudrais juste dire, c'est le point numéro 2, à quel point il est important, et je pourrais peut-être vous donner un exemple concret de comment on a utilisé la data sur un sujet de marque employeur, mais surtout pour que la feuille de route soit vraiment pertinente, il faut vraiment s'appuyer sur de la data. C'est ce que, en général, le senior management attend. C'est quels sont les objectifs, les KPI, et pour pouvoir proposer des KPI pertinents, il faut partir d'un point zéro, et en général, c'est la data qui vous le donne. Ouais, carrément. Est-ce que l'exemple sur la data et la marque employeur, c'est un exemple qui va arriver après ou c'était quelque chose d'autre? Ouais, tout à fait. Oui, ouais, tout à fait. Ça marche. Euh, Trop bien. Et du coup, voilà. Pour faire ça, on s'est rendu compte, on s'est dit, bon, bah, effectivement, en tant que RH, en tant que même dans les opérations, enfin, en tout cas, en tant que personne passionnée par ces enjeux people, peu importe son poste, en fait, à la limite, peu importe, on est, au contraire, s'il y a un directeur, une directrice marketing qui mène un peu sa transformation interne parce qu'elle a envie d'améliorer l'expérience employée auprès de ses équipes, bah, c'est très bien. Mais en tout cas, il y a des compétences à avoir. Donc, j'ai regardé hier, j'ai regardé hier soir, je me suis dit, mais ok, prenons pas mes convictions à moi, regardons, j'ai tapé sur Google quelles compétences à avoir en tant que RH. Et donc, il y a plein de liens qui sont sortis dans ces premiers liens, mais ils disaient tous la même chose globalement. Simplement, là, j'ai fait un screenshot pour vraiment les avoir tous les uns à côté des autres. Donc, il disait rappel des missions d'un gestionnaire RH. Donc, c'était peut-être un peu limitant de penser juste à la partie gestion RH. Donc, il y a le recrutement, la formation professionnelle, contrat de travail, gestion de la vie du salarié dans l'entreprise, gestion administrative du personnel et éventuellement de la gestion de la paix, procédure disciplinaire, relations avec les IRP, etc. Donc, en gros, assez peu de compétences montrées là qui permettent de mener une transformation. Et je me suis dit, mais en fait, nous, c'est notre conviction depuis un certain temps, mais effectivement, c'est des compétences qui sont extrêmement importantes, mais ce n'est pas des compétences qui permettent d'améliorer en continu une expérience employée, l'attractivité d'une marque, etc., etc. Donc, effectivement, c'est important. Je pense qu'il y a un shift qui est en train de se passer et qui est extrêmement intéressant côté HR. C'est il y a de plus en plus de départements RH qui veulent passer de gestionnaire de talent. Alors, avant, on parlait de gestionnaire de ressources, mais en gros, gestionnaire de talent, je capte un talent, je l'amène d'un point A à un point B, je m'assure que légalement tout soit bien, qu'il soit bien accompagné, etc. À un mandat plutôt de designer d'expérience. Et c'est radicalement différent parce qu'à partir du moment où on design une expérience, on design vraiment bah, le cadre, l'organisation, les process, etc. pour qu'après proposer une expérience et potentiellement
pour gagner énormément de temps sur la partie gestion administrative, contrat de travail, etc., d'automatiser un maximum tout ça pour apporter plus de la valeur sur des choses à forte valeur ajoutée. Et en fait, il y a plein de boîtes qui se sont restructurées ou en tout cas qui ont mis ça au cœur de leur stratégie vraiment business. Et on a envie d'être reconnu comme un super employeur. Et on a envie de vraiment attirer les meilleurs et que voilà, s'ils ont le choix entre deux boîtes, ils vont nous choisir nous. Donc là, on a mis trois exemples, mais il y a pas que celle-là, c'est seulement les plus connus, entre guillemets, mais il y a plein de boîtes ETI, grands groupes aussi qui sont en train de s'orienter là-dessus, mais bon, pas forcément avec la même force. Et eux, en fait, ils ont créé des équipes particulières qui ont des compétences qui, a priori, ne sont pas proposées en tant que quand on est étudiant à HR ou quand on commence sa carrière là-dedans, et qui sont extrêmement importantes. Donc, il y a déjà le change management, juste pour illustrer rapidement qu'est-ce que c'est. Ça va être votre capacité, en fait, à définir une feuille de route, la piloter, organiser des ateliers pour vraiment embarquer les gens, créer une expérience un peu intéressante lors des ateliers. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. La partie org design, c'est aussi hyper important pour comprendre les différents modèles organisationnels. On a fait une transformation de DSI, on va vous en parler tout à l'heure. Et en fait, euh, malheureusement, enfin malheureusement, c'est pas grave parce qu'on était là, on était là pour ça. Mais les gens qui étaient censés faire cette transformation de DSI, en fait, ils n'avaient pas connaissance des nouveaux modèles organisationnels attendus par les profils techniques. Donc, avoir des feature teams, avoir une organisation produit, etc., c'est des choses qui étaient nouvelles, ce qui est complètement OK. En tout cas, si on veut améliorer la manière dont une équipe tech fonctionne et si on veut faire partie de cette transformation potentiellement d'une équipe tech ou d'un département tech, même du DSI, on a besoin de connaître ces différents modèles d'organisation et on a besoin de pouvoir travailler avec ça, les bidouiller un petit peu pour que ça corresponde à notre culture. Donc ça, c'est aussi très important. La partie marketing et communication, je ne pense pas que Charlène, qui est là, va me contredire. Au contraire, c'est aussi extrêmement important. Si on veut créer une belle marque employeur, on ne peut pas simplement faire l'interview des employés, mettre ça sur un truc qui ne correspond pas au standard marketing actuel. Il y a du marketing. Le marketing évolue énormément. On peut vraiment être très créatif. On peut utiliser plein de réseaux sociaux. On ne peut pas faire du branding à la papa, entre guillemets, pour vraiment être attractif. Si vous voulez vous démarquer en termes de marque employeur, vous ne pouvez pas simplement dire il y a quelqu'un qui a aucune connaissance sur la partie marketing et qui va s'occuper de la partie marque employeur. Et pareil pour l'interne. Si on ne sait pas comment vraiment embarquer les gens, c'est un peu compliqué. Et le dernier, data et automation, extrêmement important. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir automatiser plein de choses. Et ça, c'est extrêmement important pour l'expérience employée des collaborateurs. Quand on arrive dans une boîte, il faut remplir 14 formulaires, que c'est pas clair, l'intranet, il est moche, il n'y a pas d'informations intéressantes. Ça, c'est pour le niveau un peu 1, entre guillemets. Et après, on en parlait avec d'autres clients aussi sur pourquoi pas créer une talent marketplace, faire ressortir les talents qui veulent de la mobilité pour que ce soit plus simple de faire de la mobilité interne, etc. Bref, c'est important, donc ça peut être important en fonction de votre transformation, d'avoir une personne en interne ou alors en externe qui soit vraiment orientée data, automatisation et qui va pouvoir petit à petit améliorer toute cette partie SIRH, mais de manière très proactive, pas juste. Il y a un énorme problème, tout le monde pète un câble pour telle ou telle raison, ok, on va rajouter quelque chose sur Workday. Non, mon but, c'est d'optimiser Workday et qu'il soit canon et que les recruteurs se disent, ok, c'est génial, c'est clair, etc. Donc, c'est des nouvelles compétences, certainement, qui sont rares en vrai en France dans les équipes HR, mais qui sont vraiment, vraiment importantes selon moi. C'est beaucoup d'informations. Tac, tac, tac. Clairement, c'est indispensable de bien connaître son persona, candidat et de maîtriser les outils canaux, support qu'il préfère. Ouais, donc ça, j'imagine que c'est sur la partie marketing. Charlène, qui est experte aussi sur cette partie-là, effectivement, il y a des candidats qui peuvent être chopés sur TikTok, Instagram, etc. Et si une boîte fait un post sur Instagram ou sur TikTok, encore plus, et que c'est vraiment pas les codes, toutes les personnes qui vont voir la communication vont se dire, OK, bon, c'est vraiment pas le top, quoi. Donc, il faut être OK pour y aller à fond aussi là-dessus si on veut vraiment se démarquer. Si vous avez des questions déjà jusque-là, ou Enzo, est-ce que tu voulais rebondir
avant qu'on passe aux exemples. Non, pour moi, c'est clair. Après, dans les exemples que je citerai tout à l'heure, je pourrais faire le lien avec ce que tu dis de manière concrète. Ok, très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas qui ont été posées, mais faites-vous plaisir. On est là pour répondre à ça. Ah, si, il suffisait que je dise ça. Alors, Clara, comment se déroule un momento, donc momentum? Je pense que tu voulais parler du momentum. C'est un débat ou plutôt une présentation descendante? Je comprends l'objectif de convier différentes personnes de l'entreprise, mais j'ai du mal à me projeter sur un format de réunion. Est-ce que j'ai une idée en tête, Enzo? Est-ce que tu voulais proposer ton idée? Vas-y, je t'en prie, je rebondirai. Yes. Alors, excellente question, Clara. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Et effectivement, il faut que ce momentum, bah, il faut que les gens ressortent avec vraiment l'envie de se dire, OK, il faut qu'on y aille et ça va être cool, enfin, en fonction de vos objectifs. Concrètement, nous, quand on organise un momentum, donc il y a un moment où on va présenter bah, les retours des équipes. Donc, on a partagé ce qu'on appelle un INPS. En gros, c'est un questionnaire de satisfaction avec une approche un peu particulière pour savoir bah, qu'est-ce qui est important pour les équipes en fait aujourd'hui. Donc, être vraiment user-centric. Notre utilisateur aujourd'hui, c'est les employés. On partage ces données-là, qui peuvent être un peu brutes, et on les partage de manière transparente devant tout le monde. Donc, directeur, équipe, HR, etc. C'est vraiment le but et c'est un peu non négociable. Ce n'est pas des choses qui sont confidentielles. Donc, généralement, il y a des choses. Bah, déjà, les équipes sont super contentes de pouvoir avoir accès à ces données qui peuvent être potentiellement touchy. Peut-être que ça peut être vraiment la note sur 10 sur notre parcours carrière, c'est 5 sur 10. Et du coup, bah, voilà. Et du coup, c'est le fait de les montrer de manière transparente et d'alimenter un débat qui est vraiment hyper intéressant. Après, tu peux faire plusieurs choses. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'intervenant externe, on arrive, et on avait fait ça d'ailleurs ensemble avec Enzo sur un sujet de mobilité de carrière. Euh, on arrive avec, en faisant une petite présentation d'innovation RH, en disant, bah, regardez ce qui se passe dans telle et telle boîte. Donc, généralement, on a vu les résultats, ça crée une discussion, on voit des nouvelles pratiques qui sont intéressantes. Du coup, ça ouvre un peu les chakras. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est l'après-midi, on les fait travailler sur leur feuille de route ensemble. Ce n'est pas une feuille de route qui sera définitive parce que c'est pas une feuille, ça ne se fait pas de manière démocratique. Hein. Il faut que ce soit faisable, que les budgets soient OK. Mais en tout cas, on les fait travailler sur une feuille de route en disant voilà ce qu'on pourrait faire sur les parcours carrière, par exemple. Voilà ce qu'on pourrait faire sur la partie onboarding. Et du coup, on ressort avec un livrable qui est vraiment, bah, on a la feuille de route et après on peut aller voir les sponsors en disant, bah, regardez ce qui est ressorti de l'atelier, regardez ce qu'ont pensé les équipes, regardez à quel point c'est hyper important pour elles ou pour eux. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On peut peut-être pas tout faire, on est OK avec ça, mais si, il faut quand même faire quelque chose, on pense, et du coup, qu'est-ce qu'on priorise? Et du coup, c'est comme ça qu'on va créer un momentum vraiment sympa. Et il y a plein de formats possibles. Est-ce que ça t'allait comme réponse, Clara? Je vois que tu es en train de taper. Yes, ok, ça marche. Donc super, merci pour ta question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Je continue, mais Enzo, n'hésite pas Ouais. à m'interrompre si besoin. Donc voilà, parmi nos expériences, on voulait en présenter quatre. Alors il y en a qui sont plus ou moins faciles à comprendre. Petit disclaimer, je préfère le dire avant. Il y a des choses qui peuvent être un petit peu techniques, mais c'est aussi l'objectif. C'est pas de rester dans nos webinaires. On n'a vraiment pas envie que ce soit ah oui, la culture d'entreprise, c'est vraiment très important et qu'on en discute là-dessus. On a besoin de vous montrer quelque chose de concret, mais du coup, bah, on ouvre le capot et c'est un petit peu technique pour certains exemples. Mais je te laisse commencer avec ton premier exemple, Enzo. Ouais, ça marche. Merci, Ulysse. Donc, un des premiers exemples qu'on voulait vous partager était celui de chez AXA. Donc, comme je vous le disais, pendant un moment, j'étais en charge de la culture et de l'employé expérience. C'est arrivé à un moment assez intéressant dans l'histoire d'AXA, c'est que AXA opère une transformation, donc on peut clairement le dire, c'est une transformation à plein de niveaux depuis plusieurs années, et à un moment, il y a eu un changement de PDG au niveau du groupe. Donc, qui dit changement de PDG dit un nouveau plan stratégique, une nouvelle vision, une nouvelle mission et des nouvelles valeurs. Et donc, l'enjeu pour nous et nous, équipe RH, a été de se dire comment on va
embarquer les collaborateurs avec un nouveau framework de culture, valeurs, mission, tout en leur faisant comprendre comment ça les impacte et comment ils vont incarner, comment ils la comprennent et comment ils vont incarner ces nouvelles valeurs dans leur quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Et donc là, clairement, euh, on s'est mis vraiment dans la tête de marketeux, en se disant comment on va marketer ce sujet en donnant du sens. Donc on a commencé, évidemment, le travail sur les valeurs a été fait, l'identification des valeurs, les définitions des valeurs, les do's et les don'ts, comment ces valeurs vont s'articuler sur tous les points d'attache, tous les touch points de l'expérience collaborateur. Et puis sur la partie embarquer les équipes, la partie créer le momentum sur la roue d'Ulysse, hein, c'était le point numéro 3. Et ben on l'a fait un peu en pyramidal, avec vraiment une grosse implication du senior management sur ce sujet-là, voire carrément le PDG. Donc, on a fait faire une vidéo du PDG qui a présenté ce nouveau framework en expliquant quelles étaient les valeurs, leur définition, qu'est-ce qu'elles veulent dire pour lui. Et puis à la fin de cette vidéo qui durait 2 minutes, hein, très très court et très sharp, il invitait les collaborateurs du groupe AXA à aussi se poser la question qu'est-ce que les valeurs veulent dire pour eux. Et donc il a nominé 3 personnes à la fin de sa vidéo, une personne au Japon, une personne au Mexique, une personne en Italie, où il les a invités à s'exprimer et à choisir une ou 2 valeurs et d'expliquer qu'est-ce que la valeur courage ou la valeur customer first voulait dire pour eux. Et donc ces personnes ont reçu la vidéo et eux-mêmes ont fait cette vidéo et à la fin de la vidéo, ils ont nominé aussi 4 personnes et ainsi de suite. Et du coup, c'est parti un peu viralement dans l'entreprise. On s'est inspiré, pour ceux qui l'ont peut-être remarqué, du concept du Ice Bucket Challenge. Et donc, du coup c'est parti viral partout dans le monde. Donc, les gens se nominaient des États-Unis vers le Nigeria, du Nigeria vers le Japon, ainsi de suite. Et on a récolté des milliers de vidéos. Les gens les postaient sur l'intranet. Et on a récolté des milliers de vidéos qui étaient visibles par tout le monde. En fait. Et donc là, le truc a créé, c'est un concept qui a créé de l'engouement et les gens se sont vraiment pris au jeu et quelque part ont pris le sujet de se dire, mais moi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ces valeurs? Ensuite, en deuxième phase, on a invité les collaborateurs à écrire clairement qu'est-ce que cette valeur voulait dire dans leur quotidien, des espèces d'histoires, en fait. Il y avait un challenge à la fin. On invitait la personne qui récoltait le plus de likes sur sa story, serait invitée à Paris, à passer une semaine avec le senior management, une interview avec le PDG, de comprendre un petit peu les rouages d'un siège international. Et donc là aussi, pareil, ça a été un succès fou parce que les gens ont raconté vraiment des histoires concrètes. Des gens sur des call centers, chez AXA Assistance par exemple, comment ils ont aidé des personnes qui étaient bloquées dans un pays et ils n'étaient pas forcément assurés pour par rapport aux problèmes qu'ils avaient, mais bon, ils sont quand même sortis du cadre pour essayer d'aider ces clients. Donc là, ils utilisaient la valeur courage, la valeur customer first, par exemple. Et les gens allaient liker ces histoires. Et encore une fois, ça a aussi créé beaucoup d'émulsions à travers ces histoires. Et puis surtout, la notion du challenge, les gens étaient à fond dedans et les gens likaient, les collègues likaient pour les histoires des uns et des autres. Et à la fin, on a tiré au sort entre les histoires les plus plébiscitées. Et la personne, c'était une Thaïlandaise en l'occurrence, qui est venue passer une semaine au siège à Paris. Donc voilà comment un sujet qui pourrait sembler pas hyper fun, des nouvelles valeurs, bon, qu'est-ce qu'on va en faire? Et ben là, on a vraiment donné la voix aux employés, de leur dire mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment vous incarnez ces valeurs dans votre quotidien? Donc voilà un premier exemple de comment un sujet RH, un sujet de transfo RH d'ailleurs, comment on arrive à le marketer et le rendre attractif dans le quotidien des personnes. Ouais. Ah, mais cet exemple, il est fou. Et d'arriver déjà d'avoir la conviction
que c'est important d'avoir quelque chose de viral et d'y arriver. D'ailleurs, c'était ça l'objectif. Il y avait plusieurs options et vous vous êtes dit, il y avait une question de viralité ou alors ça arrivait un petit peu par, Non, c'est que vous arrivé vouliez pas par hasard. forcément. Ouais, En fait, on était avec les collègues de la com interne en train de se poser la question de comment on va structurer cette vidéo de présentation. Et on s'est dit, mais comment rendre le sujet, parce que c'est un sujet humain, c'est un sujet qui crée de l'émotion, c'est un sujet qui donne envie de s'exprimer. Donc on s'est dit, comment on va donner la parole aux gens, en fait, de manière globale, hein, worldwide, sur un sujet qui finalement parle à tout le monde. Et c'est de là où on est arrivé au concept du Ice Bucket Challenge. trop bien, trop cool. Et il y a Lauriane dans les questions qui demande est-ce que les valeurs étaient recréées avec les employés ou c'était plutôt top-down? Ça a été un exercice qui a été fait top-down. En fait, l'identification des valeurs a été faite avec le CEO et le COMEX. En revanche, l'écriture de la définition et les do's et les don'ts, qu'est-ce que le courage est, qu'est-ce que le courage n'est pas dans le contexte d'AXA, a été travaillé avec les employés. On a organisé des focus group, on a fait du quanti, on a fait du quali et on a framé ces définitions de valeurs et les do's et les don'ts avec les collaborateurs. Donc, je pourrais dire que la définition des valeurs, c'était du top, et la création de la définition de la valeur et la vérification, si les gens la comprenaient bien, a été fait sur du bottom. Donc, ça a été peut-être un peu des deux, finalement. Trop bien. Et ça, c'est une vraie question à chaque fois. Est-ce qu'il faut mieux faire du top ou du bottom? Et c'est pas toutes les options sont souvent bonnes. Il y en a souvent une qui est meilleure, mais en tout cas, c'est pas facile de choisir. Et ça dépend un peu de la philosophie de votre transformation et ça dépend des sujets. Mais ouais, carrément. Après, deuxième exemple, du coup, chez McDo. Alors, le deuxième exemple que j'ai voulu vous partager était plutôt pour illustrer un peu ce qu'Ulysse disait autour de la data et de l'automatisation. Quand je suis arrivé chez McDonald's, il y avait un petit sujet d'attraction et de volume de candidatures. Donc, il y avait moins de candidats qui postulaient dans les restaurants. Et donc, l'enjeu a été de se dire comment on redynamise un petit peu la marque employeur et comment on professionnalise. Donc là, pareil, on était aussi, je pense, vraiment sur un sujet de transformation, même si on ne voulait pas perdre un peu l'héritage de McDo avec son passé, parce que McDo est quand même reconnu pour être une marque qui a un système d'évolution, qui crée des parcours de carrière assez incroyables, et c'est une réalité, moi qui l'ai vu de mes propres yeux, c'est vraiment, on peut dire, une entreprise best in class en termes de méritocratie et de parcours de carrière. Mais là, l'enjeu a été vraiment aussi de monter le niveau en étant un peu plus professionnel dans toutes les actions autour du recrutement et de la marque employeur. Donc, on a retravaillé un petit peu la value proposition, hein, l'employee value proposition, en disant mais qu'est-ce que nous, on a en tant que marque, on a à offrir à nos candidats. Donc là, on a vraiment travaillé ce sujet en se disant traitons nos candidats comme s'ils étaient des clients. Donc, on a mis au regard le parcours de candidature, en tout cas comment on traite le candidat, le talent, et comment on traite nos clients hein, dans notre quotidien. On a fait ce parallèle et on a travaillé notre stratégie en utilisant ce funnel. Et puis quand on a travaillé le parcours de candidature, on s'est dit quels sont tous les touchpoints. Tout à l'heure, tu précisais, Ulysse, hein, on adresse des messages sur TikTok, sur Facebook, sur Insta, sur plein de plateformes, et comment on adresse ces messages et comment on arrive aussi à optimiser ces efforts qu'on fait en communication. Donc, on a, avec l'agence avec laquelle on avait travaillé sur tout le tracking et puis optimiser ce parcours de candidature, d'avoir un parcours court mais efficace. Et c'est là où on a profité également pour se dire, soyons ambitieux et un peu provocateur, et on va se dire chez McDo, on peut postuler sans CV, ce qui est le cas aujourd'hui. Hein. Un candidat n'est pas obligé de déposer un CV, mais les quelques questions qu'on lui pose dans le parcours de candidature permet de qualifier la candidature. Hein. Donc c'est important aussi pour le recruteur d'avoir suffisamment d'informations pour préqualifier sa candidature. Puis surtout, à la fin du parcours de candidature, on invitait le candidat
à jouer, à booster sa candidature en jouant à un jeu qui dure quelques minutes. À travers ce jeu, et ben, en fait, on évaluait les soft skills dont McDonald's a besoin au restaurant, c'est-à-dire la capacité de passer d'une tâche à l'autre. Hein, le multitasking est important chez McDonald's, la rapidité d'action, la résistance au stress, par exemple. Et à la fin, on obtenait un score qui était attaché à la candidature et on encourageait les recruteurs à commencer par filtrer les candidatures par le score. Et ça, c'était un enjeu pour gagner du temps, parce que la compétition sur le marché de l'emploi pour McDonald's est forte. Hein. Évidemment, il y a tous les acteurs de la restauration rapide, mais il y a aussi d'autres acteurs comme Uber Eats, comme Decathlon, comme Carrefour ou Lidl, hein, par exemple. Et donc, du coup, on encourageait les recruteurs McDo à optimiser aussi leur temps en allant taper dans les candidats qui avaient un meilleur score. Et puis surtout, avec la mise en place d'un nouveau site carrière, d'un nouvel ATS, ça leur permettait de collecter énormément de data. Et cette data leur permettait, d'être plus efficace dans le process de recrutement, mais aussi d'optimiser les efforts, comme je vous disais. Donc les efforts en se disant qu'est-ce qui fonctionne pas. Si un canal ne fonctionne pas, soit il n'y a pas assez ça génère pas assez de vues ou de clics sur le visuel, et ben on abandonne ce support, ou alors, à contrario, on met plus d'efforts sur ce support, mais surtout de se dire quel est le comportement de notre candidat, comment il réagit, de mettre au regard la qualité de la candidature, et puis enfin d'avoir de la vraie data pour se dire, OK, sur une période donnée, j'ai collecté tant de CV, j'en ai recruté tant, ainsi de suite. Voilà, c'est ça aussi l'enjeu, c'est d'avoir plus de data possible pour pouvoir optimiser les efforts sur lesquels on veut mettre l'accent. Ouais, et ça aussi, c'est hyper fort. Et quand tu m'avais parlé de cet exemple-là, moi, ce qui me parle particulièrement, c'est tu ne choisis pas entre expérience et efficacité. C'est-à-dire que Non, même tu optimises aussi l'expérience des recruteurs qui se disent pas, OK, j'ai une masse informe de candidats, il faut que je recrute le plus rapidement possible, au moins j'ai ce score, tu leur donnes les guidelines, etc. C'est vraiment hyper important. Et l'autre point sur lequel je voulais aller, c'est que si tu veux vraiment... En fait, il y a une question de modernisation, il ne faut pas avoir peur. Et je pense que moi qui ai travaillé plutôt dans des DSI où ils n'avaient pas peur de moderniser à fond leur département IT pour qu'il soit pimpant, shiny, etc. C'est hyper important aussi de moderniser les départements HR et les outils proposés aux HR pour que ce soit fluide, efficace, qu'ils aient envie de travailler sur leurs outils et qu'ils puissent récolter de la data et commencer à optimiser aussi à fond leur, euh, leur pratique, quoi. Quand ils voient qu'on a fait plus 30% par rapport à l'année dernière, ou alors qu'on a réduit le temps qu'un candidat passe dans le process de 15%, etc., c'est des choses qui ne font pas spécialement partie de la culture, mais qui sont hyper importantes pour les futurs HR. Ouais. Et puis, C'est vraiment et important. puis de se dire, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on a le droit de se planter en Mm. fait. Et donc, au lieu de garder de ne pas comprendre en fait d'où vient le problème et quel est le problème, et de continuer des actions qui sont pas efficaces, et de se dire voilà, on a fait du A/B testing, on a testé ça, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, voilà, on continue, on est toujours dans une démarche d'amélioration continue. Et la data aide à ça justement. Ouais, carrément. Trop bien. Trop cool. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des Avec plaisir. réactions. On est là pour répondre à vos questions. On va, Voilà. on va se garder un petit temps après sur la suite. Mais n'hésitez pas à poser vos questions quand même. Il y avait la compétence du coup sur la partie change management qui est importante. Alors la partie change management, il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a le côté feuille de route et il y a le côté aussi comment est-ce que j'embarque les gens. Comment est-ce que je fais des ateliers. Donc là, on s'est concentré sur la partie feuille de route, mais c'est aussi très important. Donc nous, on avait donc il y a deux clients. Alors comme c'était pas nos employeurs, c'était plutôt nos clients. Il faut qu'on soit un peu confidentiel en tout cas pour le client côté Big Four. Concrètement, il y avait un enjeu de transformation, pour le coup, d'expérience employée, qui était attendu, notamment pour la partie Big Four, qui était vraiment attendu par les employés. Et on s'est dit, OK, bon, bah,
comment est-ce qu'on va bien articuler ça pour que ça avance, en fait, que ce soit pas juste un petit projet qui, en fait, a peu d'ambition, avance peu, etc. Et ça a été le cas par le passé. Ils avaient déjà essayé, ils nous ont dit au début, vous allez voir, on a déjà essayé plein de fois de transformer ça, ça n'a jamais marché, ou alors ça finit dans un carton, etc. Donc on s'est dit, OK, il faut prendre la chose de manière un petit peu différente. Donc la première chose qu'on a fait, bah, c'est toutes les étapes que vous avez vues avant. On a pris les insights du business, on a collecté la data, on a créé un momentum, on s'est assuré d'un sponsor, on a partagé une feuille de route. Mais cette feuille de route, il fallait qu'elle soit vraiment, pour le coup, bottom-up en l'occurrence. C'était ce qu'il fallait pour ce contexte-là, ce n'est pas forcément le cas à chaque fois. Et on s'est dit, est-ce que ce ne serait pas les équipes elles-mêmes qui vont penser et redéfinir leur future expérience employée? Du coup, on a défini là pour le client Big Four, une dizaine d'initiatives, même plus, la première saison, 11 initiatives. Et ces 11 initiatives, du coup, il y a eu un appel à candidature pour que les gens postulent en disant, bah, moi, j'ai envie de redéfinir le futur process d'onboarding de ma boîte. Moi, j'ai envie de revoir les parcours carrière. Moi, j'ai envie de parler du sujet rémunération. Moi, j'ai envie de parler des sujets recrutement, etc. Donc, une dizaine d'initiatives comme ça. Et donc, il y a des équipes qui se sont créées, une par initiative, et on leur a lancé un programme, donc avec un kick-off, et surtout avec une méthodologie. Donc là, la méthodologie que vous voyez, pour ceux qui connaissent, c'est inspiré directement du design thinking, où on leur a dit, on va avancer tous ensemble, donc les 10 initiatives vont avancer ensemble, et lors du premier sprint, donc en gros, un sprint, ça a duré 2 mois, admettons, le premier mois, vous allez essayer de comprendre les problèmes. Donc plutôt que déjà penser solution, vous allez aller sur le terrain, voir comment se passe un onboarding, vous allez interviewer des gens qui ont fait qui ont reçu un onboarding récemment. Vous allez interviewer les gens qui donnent l'onboarding, donc les HR, les managers, etc. Et vous allez voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Une fois qu'ils avaient compris les problèmes, on a fait un atelier où on s'est dit, OK, on synthétise ces problèmes-là et nous, on leur a partagé un certain nombre de bonnes pratiques en termes d'onboarding, mais ils ont aussi l'occasion de partager leurs idées. Et on a créé un MVP. Donc, c'est ce que vous voyez ici, là. Un MVP, concrètement, c'est un prototype. Donc voilà à quoi ressemblerait le futur onboarding qu'on aimerait mettre en place. Sans transformer directement toute l'organisation, simplement avec un MVP, avec du coup qui est bien processé, qu'on peut toucher du doigt, qu'on peut même tester à très petite échelle, etc. Une fois qu'on avait fait ça, on l'a validé avec les sponsors. Très important d'embarquer les sponsors tout le temps, donc lors de la revue intermédiaire. Et après, une fois que les sponsors avaient dit OK, c'est cool, ça a l'air intéressant, on a lancé le Sprint 2 où là, on le testait sur des pilotes. Donc, on a pris quelques équipes, quelques départements et on a testé le nouvel onboarding auprès de certains pilotes. On appelle ça des pilotes, mais à certaines équipes. Et on a pu mesurer, savoir si ça marchait bien ou pas. Donc, on avait pris un KPI de satisfaction de l'onboarding avant de le transformer. Donc, admettons que la satisfaction, elle était à 6, peu importe. Et après, on a proposé notre solution et on a regardé si ce score s'améliorait. Alors, c'était un peu plus compliqué que ça. Il n'y avait pas qu'un score sur 10, il y avait aussi des questions, etc. Mais pour savoir si on était sur la bonne route ou pas. Si on n'était pas sur la bonne route, on expliquait aussi aux équipes en disant, c'est pas grave, vous avez testé et au moins vous avez appris quelque chose. En l'occurrence, bon, on était sur la bonne route. Il y a eu une amélioration, mais ce n'est pas pour ça que c'était le futur processus d'onboarding définitif. Il fallait encore l'améliorer. Et là, on a organisé ce qu'on appelle un démo day, et c'était super, où en gros, les 10 équipes, les 10 initiatives team, on les appelle comme ça, présentaient bah, ce qu'elles ont pu faire, là où elles ont lancé les pilotes, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, quels sont les retours, etc. Et là, il y avait des membres de la direction qui étaient là, qui ne pouvaient pas être là pendant tout le projet, mais là, on leur a dit, vous n'avez pas le choix, en fait, il faut être là. On a filmé l'événement, on a fait une vidéo après, toute l'organisation pouvait participer en présentiel ou en distanciel, etc. Et c'est ça qui a créé vraiment quelque chose qui est très cadencé, mais quelque chose qui aussi permet vraiment d'embarquer chacune des équipes euh, et de se dire, OK, il est en train de se passer quelque chose de très intéressant. Ce qui était intéressant aussi, c'était que entre chaque sprint, il y avait ce qu'on appelle un mercato, où il y avait des gens qui pouvaient sortir des initiatives et il y a des gens qui pouvaient rentrer. Ça veut dire, voilà, OK, cette initiative, elle me plaît, mais je peux pas, j'ai trop de boulot en ce moment. Bah, du coup, je peux sortir l'initiative. Et il y a d'autres personnes qui avaient entendu parler du programme et qui avaient dit, bah, moi aussi, je veux participer. Et du coup, c'est ce qui pouvait faire, c'est ce qui permettait un petit mercato. Et ça, c'était vraiment génial. On l'a fait aussi sous forme, donc là, c'était bottom-up. On peut aussi faire sous forme plutôt top-down, ou en tout cas, où c'est plutôt nous qui construisons. Et après, on construit quand même avec des gens, des équipes internes, mais
n'est pas obligé de solliciter 50 personnes, quoi. Et c'est quelque chose qui marche aussi très bien. On continue à faire le démo day, etc. Donc ça, c'est un exemple de feuille de route que nous, on considère comme un peu sexy par rapport à la question de Charlène. En tout cas, qui marche extrêmement bien. C'est pas le seul exemple. Il peut y avoir d'autres façons de faire. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment top, quoi. Quelque chose sur le chat. Charlène qui dit merci. Ok, ça marche. Donc ça, c'était l'exemple plutôt change management. Et on va vous montrer un dernier exemple. Donc là, qui est un peu plus technique encore, mais c'est important, c'est sur la compétence design d'organisation. En fait, très concrètement, pour la petite anecdote, j'ai déjà eu des échanges avec des personnes qui voulaient un peu améliorer l'expérience d'une DSI. Donc là, c'était pour une Digital Factory, mais en gros, c'est une DSI. Euh, ils disaient, ouais, en fait, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas forcément de connaissance de qu'est-ce qu'attendent les équipes, comment est-ce qu'elles veulent être organisées, etc. Donc là, on s'est dit, c'est très important d'être capable d'apporter de la valeur directement auprès des talents digitaux de cette DSI. Avant, il y avait surtout les équipes d'en dessous, donc les équipes run, donc enfin les HRBP, donc il y avait un certain nombre d'HRBP et un certain nombre de recruteurs. Ce qui est super, c'est vraiment le core business HR, entre guillemets. C'est extrêmement important. Mais ils essayaient de faire des transformations, d'améliorer un peu leur processus, sauf qu'ils étaient déjà sous l'eau. Ils n'avaient pas le temps de se dire, OK, comment est-ce que j'améliore mon processus de recrutement? Comment est-ce que j'améliore mon ATS? En tant que recruteur, on n'est pas formé à changer un outil digital comme ça, à proposer des user stories ou des spécificités. Donc, c'était très compliqué. Donc, en fait, on a créé une nouvelle équipe au-dessus. Donc, c'est la partie transfo et project. Elle vient de plusieurs aspects. Il y a certains HRBP qui sont partis sur la partie transfo. Il y a d'autres personnes qui ont été recrutées et après, c'était complété par de l'externe. Ou dans cette équipe-là, donc c'est l'équipe PeopleOps, où il y avait une personne qui était là pour vraiment la marque, qui était un expert du marketing et qui était vraiment très très bon en marque employeur. Évidemment, c'était un expert du marketing qui était touché par ces enjeux people, mais c'était quand même un vrai expert du marketing qui pouvait aller voir les équipes, qui essayait de capter des vidéos, créer du contenu pour vraiment le partager et faire de cette DSI une DSI reconnue en fait sur le marché à Paris en l'occurrence. Il y avait aussi des personnes qui étaient dédiées à l'expérience employée. Donc ça, c'était souvent des anciens HRBP qui étaient dans chacun des équipes, donc l'équipe produit, l'équipe tech, l'équipe support, c'est même des départements produits, département tech et département support, et qui était la personne qui était vraiment référente et qui allait voir les équipes en disant, mon rôle, c'est d'améliorer ton expérience, dis-moi ce qui marche, dis-moi ce qui marche pas. Et qui faisait remonter toutes ces informations-là et qui essayait, enfin qui faisait pas qu'essayer d'ailleurs, qui améliorait les processus petit à petit. Ok, ça c'est pas clair. En tant que manager, quand tu onboardes quelqu'un, chaque fois tu réinventes la roue, tu es sur une vieille feuille Excel, etc. Ok, on prend ça en compte, je le mets dans ma feuille de route et je vais te proposer un meilleur processus d'onboarding, pour donner toujours cet exemple un peu ça. Et dans cette équipe-là, il y avait aussi une personne SIRH. Pourquoi? Parce qu'avant, dès qu'ils voulaient toucher à leur Workday, ils allaient voir la DSI, enfin, d'autres personnes, c'était pas de cette DSI-là, c'est plutôt DSI orienté client, il y avait une DSI plutôt infrastructure interne. En fait, ils ne les connaissaient pas, ils ne comprenaient pas leurs besoins, etc. Donc là, on s'est dit, la partie SIRH, elle est hyper importante. Euh, on met quelqu'un qui est doué là-dedans, donc qui venait en fait de cette partie infra, mais on le met dans cette équipe HR, et du coup, ça fait une équipe unie. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de rituels qui ont été mis en place entre cette équipe PeopleOps et les différents managers des départements produits, tech et support. Et il y avait aussi beaucoup de rituels entre cette équipe PeopleOps et l'équipe Core RH qui permettaient de faire remonter aussi un certain nombre de choses qui étaient faciles ou pas faciles à gérer par ces HRBP, par ces recruteurs. Et donc, c'est en designant cette, euh, cette organisation-là que ils ont été capables de vraiment améliorer en continu leur expérience employée, améliorer en continu l'efficacité de leur organisation. Et ça a super bien marché aussi. Voilà. Donc, c'était peut-être un peu plus technique. N'hésitez pas si vous avez des questions. D'ailleurs, on en est là. L'idée, c'est savoir, vous, est-ce que vous êtes en train d'essayer de mener des transformations? Est-ce que ça vous intéresse de mener ce genre de transformation? Parce que je vois qu'il y a aussi pas mal de personnes qui sont consultants
dans le chat, enfin dans les participants. Peut-être que vous traitez ces sujets-là, peut-être que vous ne traitez pas ces sujets-là. Dites-nous ce que vous en pensez, sinon on pourra conclure. Quels sont vos challenges aussi? Ouais, je sais que certains d'entre vous ont des challenges. On en a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à poser la question, juste pour vous montrer la suite. Donc nous, c'est quelque chose qui est très important pour nous, ce sujet de transformation d'expérience employée. On est convaincu que, en fait, si vous proposez la meilleure expérience employée de votre marché, vous allez avoir un avantage compétitif énorme. On a mis les exemples de Google, Netflix, Payfit à côté. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a déjà travaillé chez Google. En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, on se dit, bah, s'ils nous appellent, on répondrait certainement. On imagine ce que c'est. Et en fait, c'est parce qu'ils ont travaillé ça. Et d'ailleurs, c'est un des premiers, la première personne à avoir mis en place ce concept de People Operation, c'est l'ancien DRH de Google qui s'est dit, bah, moi, il me faut une équipe pluridisciplinaire chez moi pour pouvoir faire en sorte de proposer une expérience qui est vraiment canon et qui est hors du commun. Pas mal des concurrents se sont rapprochés de leur niveau, mais c'était vraiment les premiers à faire quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui est tellement important pour nous qu'on a écrit un livre blanc et qu'on a développé un framework qui aide justement les DRH notamment, mais pas que, les CEO, CEO aussi, à vraiment mettre l'enjeu people au cœur de leur stratégie. Et c'est vraiment payant. Si vous recrutez les meilleurs, vous allez certainement avoir les meilleurs produits, les meilleures ventes, etc. Si vous recrutez pas les meilleurs, c'est plus compliqué, mais surtout si les gens partent de chez vous, sont pas contents, c'est là où c'est vraiment pas agréable de travailler dans une boîte. Donc voilà, vous retrouvez les compétences là qu'on a citées, les quatre compétences, mais il y a aussi quatre axes qu'on peut développer. La partie Corporate Foundation, Enzo en a parlé avec la partie vision, mission, valeur, etc. Et pas que les comportements managériaux, etc. C'est aussi quelque chose qui est très important. C'est un mandat qui n'est pas forcément toujours donné au HR, en tout cas souvent au DRH, pas forcément aux équipes HR. Euh, la partie talent attractivity, bon ça c'est un peu plus classique, mais il y a plein de choses à faire pour vraiment optimiser notre recrutement. La partie talent animation, ça c'est pas classique côté HR, c'est comment est-ce que je fais pour que des équipes collaborent mieux ensemble. Et en fait, nous on est convaincus que ça pourrait être dans le mandat des HR, donc mise en place d'OKR, mise en place d'une culture de feedback, mise en place de communautés transverses, etc. Euh, c'est passionnant. Et la partie career and recognition, un peu plus classique, mais on peut vraiment être très très créatif aussi sur des modèles de benefits qui sont sympas. Voilà, je sais que Charlène en parlait dans un post la dernière fois, mais c'est hyper important. Et du coup, en fait, ce qui va faire que vous allez pouvoir être performant sur ces axes-là, ces grands champs d'action, c'est parce que vous avez aussi ces compétences au-dessus. Si vous proposez un super programme de bénéfices, mais vous ne communiquez pas bien dessus, bah, c'est hyper dommage. Si vous voulez mettre en place des communautés de pratique, mais vous ne leur proposez pas le bon outil pour qu'elles communiquent bien, ça marche aussi moyennement. Donc c'est un peu un tout. Évidemment, ça c'est juste le tip of the iceberg, mais avec plaisir pour en parler si vous voulez. On a écrit un livre blanc, vous pouvez vous connecter avec moi, avec Enzo aussi. Si vous allez, donc n'hésitez pas à vous connecter avec nous, à nous poser des questions en one-to-one après. Si vous voulez télécharger le livre blanc pour un peu plus approfondir ces sujets-là, il est sur mon profil. Partout, il y a un QR code, il y a plein de choses pour y avoir accès. Et si ça vous intéresse de travailler sur ces sujets-là, on recrute aussi des consultants PeopleOps. J'ai écrit People Experience parce que c'est plus démocratisé, mais c'est pareil. Donc, n'hésitez pas si vous voulez, si vous êtes intéressé. Et on est preneur de vos questions. Il est midi pile, mais on peut rester un peu plus si besoin. Il y a Stella aussi qui est là. C'est marrant. Euh, Et surtout, si vous avez des questions après, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn, pour nous poser vos questions. C'est avec plaisir qu'on y répondra. yes. Ah, petite. Merci, messieurs. Merci pour la présentation. On espère que c'était clair. Merci à vous pour votre attention. Yes, Caroline, on se parle lundi. Avec plaisir.
Ça marche. Et bah, merci beaucoup à vous. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre et on se voit bientôt pour un prochain webinaire. Ciao.